Yo les brookistes, on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois, on va commencer un nouveau manga et c'est tout simplement Black Torch. Du coup, Black Torch est écrit par Tsuyoshi Takaki, qui a été publié dans le SQ Jump, si je dis pas de bêtises, qui est un shonen de chez Kiyun, et c'est un manga en 5 tomes déjà terminé. Je sais qu'il existe une box avec les 5 tomes en entier, donc si vous voulez y aller pour acheter directement les 5 tomes, allez-y. Sinon, si l'offre est toujours valable, il semble qu'il y a un pack découverte, tome 1 acheté, le tome 2 est offert. Mais ça, je suis pas sûr qu'il soit encore en vente actuellement, ça date un petit peu. Donc voilà. Du coup, de quoi parle Black Torch? Et c'est ce qu'on va voir avec le tome 1. On va déjà rencontrer notre protagoniste Jiro, qui est tout simplement ce jeune garçon, qui a un pouvoir assez étrange parce qu'il peut communiquer avec les animaux. Il est très sanguin, c'est-à-dire qu'il va facilement prendre la défense de ces animaux et de ceux qu'il veut protéger sans faire de distinction, et il va se battre pour eux. Et il vit notamment avec son grand-père, et on apprend que son grand-père et lui sont des descendants d'une grande famille de ninjas, de shinobi, qui est tout simplement les Azuma. Et là où c'est intéressant, c'est que Jiro représente un petit peu cette nouvelle génération qu'on incarne un petit peu, où certes on est dans les traditions familiales, les traditions depuis des générations, mais malgré tout on se pose des questions là-dessus. Est-ce qu'ils sont encore valables? Est-ce que ces traditions sont toujours légitimes à l'heure actuelle? Est-ce qu'on ne devrait pas évoluer? Et Jiro, dans sa manière de penser, etc., face à son père, son grand-père je veux dire, on ressent un petit peu ça, et ça je trouve assez intéressant. Vient un beau jour, il est tranquille, chill chez lui, sauf que un corbeau qui va sauver plus tôt l'appelle parce qu'il retrouve un chat à moitié mort. Et il se trouve que ce chat n'est tout simplement que celui-là. Celui qui porte sur ses épaules Rago, un momonoke à forme de chat. Donc les momonoke, comme lui-même le dit, ce sont des démons, des fantômes. Il existe plusieurs appellations pour appeler les momonoke. Ça, encore une fois, je trouve intéressant parce que ça résulte d'un mythe japonais, et vous connaissez mon amour pour les mythes, que ce soit japonais, grec, scandinave, arabo-musulman, enfin bref, je kiffe en apprendre plus sur certaines mythologies, certains mythes. Donc moi, ça me plaît. Bon, bien sûr, Jiro rencontre ce chat, va le sauver alors qu'il était à moitié mort. Et on apprend par ce chat qu'il est recherché par un autre groupe de momonoke car il n'a pas voulu les rejoindre. Donc là on se pose la question, pourquoi d'autres momonoke veulent qu'il le rejoigne, et pourquoi il a refusé, sachant qu'ils font partie de la même espèce. C'est intéressant et je me demande bien pourquoi. Mais sauf que c'est pas que les momonoke qui le cherchent, un groupe d'humains aussi le recherche, et encore une fois on ne sait pas qui ce sont. Donc là à la limite on n'a vraiment aucune info sur les humains, quel groupe ils appartiennent, pourquoi exactement, on connaît même pas leurs objectifs, on sait même pas si c'est pour les rejoindre ou pour l'exterminer, aucune idée. Sauf que du coup Rago lui a été sauvé mais ne veut pas rester. Du coup il tente de s'enfuir. Jiro, par ses capacités de ninja, comprend ça et va essayer de le retenir. Sauf que là c'est assez intéressant parce qu'au final on se rend compte que Rago et Jiren ont un petit peu le même caractère, très sanguinaire, très téméraire, têtu. Ils sont tous les deux têtus, sanguins et téméraires. Donc c'est assez intéressant de voir le parallèle entre l'humain et le monoké, qui à première vue sont totalement différents mais qui se ressemblent pas mal. Sauf que à force de discuter, il y a un mononoke qui le retrouve. Un mononoke retrouve Rago chez Jiro tout simplement. Et encore une fois, du coup on voit l'écart de niveau entre les humains. Enfin Jiro surtout observe l'écart de niveau entre les humains, l'homme et les momonoke. Et malgré tout, il va pas se laisser faire. Pendant que Rago et ce mononoke vont se faire une course poursuite, Jiro va littéralement s'interposer entre les deux. Parce qu'on le connaît, il est assez téméraire. Mais sauf que avant cela, pendant la course poursuite, on apprend quelque chose d'hyper important. On apprend l'identité entière de Rago. Donc on sait que Rago est un momonoke, mais c'est un momonoke légendaire, le momonoke du soleil noir. Donc déjà, qu'est-ce qu'un momonoke légendaire? Pourquoi est-ce qu'il représente le soleil noir? On se pose beaucoup de questions sur ce Rago en fait, sur ce momonoke. Mais bon, voilà, du coup on revient sur le combat Jiro et le momonoke. Ouais, il s'interpose mais pas assez puissant, hein. Il se fait rétamer d'un coup, hein, on va pas se mentir. Et pour le coup, c'était ultimatum pour Rago. Soit les deux crèvent, donc Rago et lui crèvent parce que il n'a pas récupéré tous ses pouvoirs, Rago, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il était blessé, donc c'est très compliqué même s'il se régénère très vite. Ou soit, tout simplement, il rejoignait le groupe de Mononoke. Sauf qu'il va faire un autre choix, c'est celui de fusionner avec Jiro. Pourquoi? Encore une fois, aucune idée. Moi, je pars du principe qu'il a énormément de valeur et qu'il a une dette envers Jiro, dans le sens où il lui a sauvé la vie, il veut lui sauver
sauver la vie en parallèle. Et c'est comme ça qu'il littéralement nique Lou Bébé Home, enfin qui défonce Jiro, non pas Jiro, le Momonoke. Voilà, petite rétamation, ça ne veut absolument rien dire, mais de Jiro, du Momonoke par Jiro, voilà. Et donc c'est un peu intéressant de voir le niveau que peut avoir un Momonoke avec un humain. Et c'est là que les Zonmitsu débarquent. Et vous allez me demander, qu'est-ce qu'un Omnitsu? Un Omnitsu, c'est tout simplement un agent du bureau des investigations secrètes. On n'en sait pas plus. On sait qu'il travaille pour l'État, mais on n'en sait pas plus. Et c'est le groupe d'humains, en fait, qui cherchait Rago plus haut. Enfin, plus tôt dans le manga. Mais encore une fois, on se pose la question, qui est-ce qu'ils sont? En tout cas, ils sont là pour capturer Jiro. Et on se pose encore la question, dans quel but ils veulent Jiro? Sachant qu'on apprend que c'est un peu une espèce rare, entre guillemets, qu'on ne voit jamais ce genre de situation arriver. Là, on a terminé un peu le chapitre 1. Et dès le début, on se pose des questions. On a des réponses qui nous amènent à d'autres questions. On est sur une boucle sans fin là-dessus. On verra ce qui se passe par la suite avec le chapitre 2. Bon, on sait qu'ils se font capturer, mais bon, ils sont pas menottés, enfermés, machin et tout. On les retrouve à l'hôpital quand même. C'est sympa. On va dire, les Onitsu ont l'air d'être un minimum sympathiques. Et on apprend que les Onitsu connaissent Rago. Donc déjà, ils savent son identité. C'est pas juste parce que c'est un Mononoke. Donc, on peut encore se poser la question, qu'est-ce qu'ils savent sur les Mononoke et surtout Rago, pourquoi le chercher? Et on apprend en fait que ce sont tout simplement Ryosuke Shiba qui est le chef des Onitsu et Ishika Kishimonjin qui est sa subalterne. Ce sont eux qui ont capturé Jiro et qui discutent avec lui et Rago à l'hôpital. Du coup, qu'est-ce qu'un Onitsu? On en apprend beaucoup plus. Ce sont ceux à l'origine déjà, enfin à l'origine ce sont des shinobi sous le shogunat, donc ça remontait énormément, hein, et qui avaient pour rôle de surveillance interne et externe, mais surtout d'espionnage et l'extermination et la surveillance des Momonoke. Donc, si on sait qu'ils ont pour mission la surveillance et l'extermination des Momonoke, on comprend pourquoi ils connaissent Rago. Mais est-ce qu'ils ont un dictionnaire, une encyclopédie avec tous les Momonoke? J'en sais rien. Après, Rago a l'air d'être un Momonoke légendaire. Donc, je trouve ça un peu normal qu'ils le connaissent au final. Donc voilà. Mais encore plus bizarre, parce qu'en fait, plus on y va et plus on en apprend sur les Onitsu, c'est pourquoi Rago était totalement scellé chez les Onitsu. On ne comprend pas. Je ne sais pas. Trop de mystères derrière les Onitsu. Est-ce que ce sont des alliés? Est-ce que ce sont des ennemis? Parce que pour des alliés, enfin pour des ennemis, ils le mettent quand même assez bien. Hôpital pour guérir. Et pour des alliés, quand même, il se fait énormément surveiller. Voilà, il a droit à une protection, mais on sait très bien que cette protection est là pour les surveiller. Et c'est là où Jiro est très très malin, dans le sens où il va faire appel à ses dons de communication avec les animaux pour fuir. Il va appeler des corbeaux qui vont s'attaquer à ceux qui le surveillent, tout simplement pour que lui puisse se tailler et retourner chez son grand-père. Et là, on en apprend encore beaucoup plus sur son grand-père. Alors, son grand-père était un ancien Onmitsu lui aussi. Donc, mais au final, est-ce que les anciens shinobi ne seraient pas tous des Onmitsu? On peut se poser la question. C'est légitime. On sait qu'il possède aussi par un flashback la même capacité que son petit-fils, que Jiro. Donc vraiment, déjà on sait qu'ils sont de la même lignée. Déjà ça c'est pas un adoptement ou une connerie dans le genre. Et on apprend dans ce flashback que Jiro aide les animaux depuis tout petit. Donc déjà l'action du début du manga n'est pas anodine parce que dès le début du manga, enfin dès sa naissance limite, on apprend qu'il aime beaucoup les animaux et qu'il veut les aider. Sauf que son grand-père lui le prévient dès le plus jeune âge que pour ça faut être fort. Et si tu n'es pas assez fort, compte sur quelqu'un. Jiro, enfin le grand-père de Jiro, en apprenant que c'était un ancien Onmitsu, connaît la dure vie des Onmitsu et s'attaque à son petit-fils pour le protéger en soi, pour qu'il évite d'y entrer et vraiment n'y va pas de main morte. Il a littéralement l'intention de le tuer. C'est compliqué à le cerner. En fait, j'ai l'impression qu'il fait ça pour protéger Jiro, mais en même temps pour le rendre plus fort parce qu'il sait qu'il va rentrer dans un monde extrêmement dur qu'est les Onmitsu. La preuve, lui-même a dû combattre des Momonoke, mais aussi des hommes. Le grand-père de Jiro a dû tuer au nom des Onitsu des humains. Et c'est un monde assez violent quand même. On parle de shinobi, c'est pas les poteaux du coin quoi. C'est pas tu vas pas dans le bar d'à côté. Mais du coup, Jiro j'ai l'impression qu'il a retenu au moins une chose de son grand-père, c'est qu'il peut compter sur l'aide de quelqu'un et cette fois c'est Rago. Et j'ai l'impression en fait que c'est la première fois que ce soit pour le grand-père de Jiro ou même Jiro lui-même qui peut compter sur quelqu'un. Et c'est pas émouvant, mais c'est sympa. Du coup, rien que là, on a une évolution de Jiro dans le tome en fait, personnage, dans le sens où dès le début en fait il est seul entre guillemets, il s'est toujours battu seul et là il a quelqu'un avec qui se battre et ça je trouve encore une fois
très intéressant. Bon, troisième chapitre, on enchaîne assez bien et Jiro se rend au siège des Zenitsu. Du coup, il fait son sac, il fait ses affaires et il va y aller chez les Zenitsu. Il accepte d'y intégrer. Enfin, d'y intégrer, oui et non. Il sait qu'il va devoir les rejoindre. Pourquoi, il ne sait pas encore. Sachant que c'est Ishika qui va l'escorter. On a aussi une grosse réflexion sur de la part d'Ishika, même de Jiro, sur leur existence parce que un être humain qui fusionne avec un Momonoke, ils n'ont jamais vu ça dans toute la carrière des Zenitsu. Donc, on retourne encore une fois à l'époque du shogunat. C'est vraiment une situation anodine et pour le coup, encore une fois, encore plus anodine parce que c'est le Momonoke Soleil Noir, un Momonoke légendaire encore une fois, donc c'est pas n'importe qui. Bien sûr, vu que Rago était recherché, faut bien que les Momonoke continuent à le chercher et le camion qui les transportait se fait attaquer. Et on apprend un peu plus sur les Zenitsu et notamment sur leur façon de se battre parce qu'ils ont tout simplement une tenue de combat qui ressemble à celui-là. Voilà, il est intégré à leurs vêtements de civil, j'ai l'impression. Je trouve ça sympathique qu'ils aient une tenue de combat parce que au moins ça marque le coup et ils ont pas besoin de se changer entre guillemets vu que c'est intégré à leur tenue de civil. Donc déjà ils peuvent être très réactifs face aux catastrophes entre guillemets liées au Momonoke. On apprend aussi pendant le combat du coup de Momonoke qu'ils affrontent qu'Ishika descend aussi d'une famille de shinobi et encore une fois ce n'est pas une simple lignée de shinobi et que c'est pas la première à faire partie des Zenitsu. Donc encore une fois, est-ce que tous les shinobi ne seraient pas des Zenitsu? On peut se poser la question, c'est légitime en tout cas. Sauf que 2 contre 1, Ishika ne peut rien faire et elle avait demandé à Jiro de ne pas intervenir, mais de toute façon il était menotté donc il pouvait rien faire. Oui, du coup il était menotté et il va clairement lui dire démenote-moi, je vais t'aider. Sauf que méfiante Ishika, elle va pas le démenoter, sauf que Jiro sait parler avec elle, lui fait comprendre que c'est ta mission de le protéger, donc si tu veux rester en vie et que je reste en vie, libère-moi, je vais t'aider et c'est ce qu'elle va faire. Le combat se termine plutôt bien au final parce que vraiment les deux se font massacrer. Non, littéralement, l'aide a été plutôt utile. Voilà. Et c'est là que Ryosuke, du coup, le chef, fait son rapport à ses supérieurs parce que c'est pas le chef des Zenitsu, mais c'est le chef d'unité. Bref, t'as capté. C'est supérieur très bizarre. Bon, à part le fait que ce soit légit, qu'ils soient méfiants envers Jiro et Rago parce que ils n'ont aucun passif là-dessus avec des mi-momonoke mi-humains. Ça va plus vite de parler comme ça. Je les trouve très bizarre parce que en fait on ne voit pas ses supérieurs, on voit une sorte de masques, des masques géants qui flottent au final, des masques traditionnels japonais, ça je trouve ça super intéressant, mais on voit des masques traditionnels japonais, tu vois, flotter et ils sont très méfiants. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire avec ces Zenitsu pour le moment. Ishika encore ça va, Ryosuke je suis mitigé, mais le reste j'y arrive pas pour le moment. Et petite annonce de Ryosuke, il veut créer une nouvelle unité anti-Momonoke qu'il appellera la Black Torch. Voilà, dont il veut faire partie avec Ishika, Jiro et 2 autres membres. Voilà, donc déjà on a l'origine de Black Torch. Black Torch est tout simplement le nom de la nouvelle unité que veut créer Ryosuke. Et c'est comme ça que se termine le tome. Alors, bilan du tome 1. Alors pour ce tome 1, ça avance plutôt bien. Ça traîne pas, ça avance et ça avance bien. Sans rush pour autant, ça reste cohérent. On n'a pas des sauts temporels parce que parfois en fait ce qui peut être compliqué quand c'est des mangas courts comme ça à 5 tomes, c'est qu'on peut avoir des sauts temporels et ça peut être rush. Tu peux facilement, comment expliquer, tu peux facilement te retrouver sur un jour J puis 2 pages après passer une semaine plus tard. Là ça s'enchaîne plutôt bien, hein. On est sur vraiment 3-4 jours dans le manga qui sont passés entre le sauvetage de Rago et la demande de la nouvelle unité de Ryosuke. Mais du coup voilà, ça avance plutôt bien. J'aime bien le style graphique de l'auteur, hein. Je vais essayer de pas spoil. De toute façon au vu de ce que je vous ai raconté, j'ai déjà assez spoil, mais on a des planches bonnement magnifiques, voilà, et c'est juste incroyable. J'aime beaucoup son dessin, son style, et encore une fois, les rapports au mythe avec les Momonoke ou les masques japonais traditionnels, on sait qu'il y a une histoire derrière, je trouve ça relativement intéressant, et j'ai hâte de lire la suite pour le tome 2, qui est tout simplement ici, voilà. Donc on s'attaque très prochainement au tome 2 de Black Torch. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt, mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter pour savoir déjà si vous avez lu Black Torch ou pas, et si ça a l'air de vous plaire. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.